Merci de suivre nos programmes sur Médian TV Afrique. Bienvenue dans ce nouveau débrief. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique américaine en Afrique et celle de l'Europe en Afrique. Inutile de le dire que ces trois continents sont liés car chacun au-delà de l'histoire, chacun dépend de l'autre et sous diverses formes. Comme on le dit assez souvent, l'Afrique est une terre d'opportunités. L'objet de ces discussions sera de savoir qu'est-ce qui motive vraiment les dirigeants européens et américains dans leur politique et qu'est-ce que l'Afrique y gagne en dehors de ce qu'elle offre. Bon, pour en parler, j'ai le plaisir de partager le plateau avec le professeur Ousmane Sène. Il est directeur du WARC, le West African Research Center et spécialiste des études américaines. Merci professeur. Merci madame de nous avoir invités. Merci. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Avec lui également, Yankhoba Seydi, enseignant, chercheur, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci, monsieur Seydi. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. C'est un plaisir largement partagé. Voilà. Juste un petit rappel avant de démarrer les discussions. En novembre 2016, John Peter Pham, directeur des études africaines au think tank Atlantic Council, celui qui était pressenti pour succéder à Linda Thomas-Greenfield à la tête du bureau des affaires africaines du département d'État, recommandait à la future administration américaine de faire de l'Afrique une priorité. Il évoque un continent hébergeant certaines des économies mondiales au plus fort taux de croissance qui contrastent avec des défis réels en matière humanitaire, de sécurité et de développement. Bon, ma première question qui s'adresse directement à M. Ousmane Sène, pensez-vous que le président Donald Trump, dans sa politique étrangère, accorde de l'importance au continent africain? Pour le moment, cette importance n'est pas encore visible et on peut en juger au nombre de fois que des allusions auraient été faites à l'Afrique et aussi avec la dernière sortie du président Donald Trump qui a eu des mots qui n'étaient pas tendres par rapport à l'Afrique et aux Africains. Vous me permettrez de ne pas reprendre son expression. Cela traduit peut-être une méconnaissance de l'Afrique de la part du président américain, mais cela traduit aussi peut-être, et il faut le reconnaître, le fait qu'il n'y a pas encore un regain d'intérêt pour l'Afrique sur le plan économique par rapport aux Américains. Cette coopération se déroule dans d'autres secteurs de manière plus visible. Dans le secteur militaire, avec tous les efforts qui sont faits contre le terrorisme, dans le secteur de l'éducation, dans ces secteurs-là et dans le secteur des infrastructures, il y a des choses qui sont en train d'être faites et qui sont visibles, mais sur le plan économique et sur le plan commercial, si vous vous basez par exemple sur ce que vous pouvez voir au Sénégal, la présence américaine n'est pas encore très visible. Alors, vous partagez les avis du professeur? En partie, mais je voudrais juste dire qu'il faut aller au-delà de la personne de Trump, puisque Trump en réalité, et ça maintenant tout le monde commence à s'en rendre compte, il y a un décalage entre le président Trump et de façon générale l'opinion américaine et les acteurs économiques américains également. Ce qui se passe, c'est très simple. Le président, normalement, doit impulser les choses. Mais si c'est lui-même qui impulse les choses dans le sens, un sens qui est contraire à ce que l'opinion, de façon générale, voudrait voir, ça pose un problème. Et je peux vous dire que beaucoup d'opinions, disons, d'idées ou de positions de Trump, en réalité, ne sont pas du tout partagées par les acteurs économiques américains, simplement parce que on parle d'économie, on parle d'intérêt. On ne va pas sacrifier nos intérêts en tant qu'acteurs parce que tout simplement le président veut qu'on regarde de ce côté. Et vous avez vu d'ailleurs quand il est arrivé, les mesures protectionnistes qu'il avait prises déjà, mais ça fait grincer les dents. Il y a certes des entreprises américaines basées à l'étranger qui ont dit d'accord, nous on va venir puisque ça va générer de l'argent frais pour nous, mais il y en a qui ont dit carrément mais non. Et parce que les gens ne peuvent pas comprendre. L'Amérique, c'est vrai, au début du 20e, était très protectionniste, et ça, on sait pourquoi. Mais la façon dont l'organisation de l'économie américaine se présente aujourd'hui ne peut pas, disons, lui permettre d'être protectionniste. C'est pourquoi aujourd'hui les mesures de Trump, en réalité, trouvent leurs premiers adversaires dans l'Amérique elle-même.
pas seulement en dehors de l'Amérique. Et ça, c'est important. Il faudrait dire aussi que le président américain Donald Trump n'a pas des propos très doux. Bon, M. Sen l'a évoqué lui-même avec ces mots qu'il a véhiculés à l'endroit des pays africains. Et il faudrait saluer aussi l'intervention de certains chefs d'État, dont le chef d'État Macky Sall, qui s'est insurgé contre ces propos-là. Le président américain Donald Trump lui-même l'a dit dans ses propos un jour. L'Afrique est une terre d'opportunités. Mes amis viennent s'enrichir déjà en Afrique. D'une part, il reconnaît l'importance de ce continent. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut même aller au-delà. Parce que ce qu'il dit, c'est en réalité, il veut faire plaisir à une partie de son électorat. C'est l'électorat, la partie, l'Amérique blanche, rurale et raciste, qui a vraiment voulu à Obama, ce qu'ils n'ont jamais, cette partie n'a jamais voulu que quelqu'un comme Obama, disons un noir, soit président des États-Unis. Ils l'ont très mal porté jusqu'à la fin. D'ailleurs, il y a eu des manifestations qu'on n'a jamais vues contre un président. Enfin, il n'y avait pas que lui comme président démocrate. Et on sait les réussites qu'il a obtenues, les succès qu'il a obtenus durant son mandat, mais c'est comme si rien de tout cela n'avait été vérifié. On a vu aujourd'hui que ceux qui sont bruyants, c'est surtout ces racistes. L'Amérique rurale, j'ai eu la chance de faire plus de 3000 miles dans l'Amérique rurale. L'année de son élection en 2016, ça m'a trouvé là-bas. Je fais partie de ceux qui, un an avant son élection, avaient dit qu'il allait gagner. Rare. Mais les gens me disent jusqu'à présent, mais comment tu as fait pour dire qu'il allait gagner? Je vois ce que les gens voient. Ça me rappelle un peu l'histoire de Lamine Gueye et de Senghor ici, au moment où Senghor était dans la campagne, Lamine Gueye était dans les zones urbaines. Mais ça dit qu'il n'y aura même pas photo. C'est vrai que sur le plan purement arithmétique, Clinton a eu plus de voix, mais on sait très bien comment le système américain est organisé. Mais c'est Trump qui a gagné à l'arrivée. Et c'est ça qui importe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un intérêt pour ne serait-ce que sur le plan sécuritaire. On sait tout simplement que l'Afrique, mais c'est le ventre mou. Et tout le monde peut facilement passer par l'Afrique pour constituer une menace. Quand je parle de tout le monde, je parle des organisations terroristes, plus ou moins terroristes, qui opèrent en Afrique et qui peuvent constituer des menaces directes pour l'Occident, y compris l'Amérique. Donc ça veut dire que, ne serait-ce que pour cela, eh bien, il y a un intérêt que l'Afrique a. Maintenant, n'oublions pas, l'Afrique sera bientôt le continent qui sera le plus peuplé. Bon, évidemment, quand je mets de côté l'Asie, parce que la Chine, elle c'est déjà plus de 1,3 milliard. Et ça, mais c'est de la main-d'œuvre qui va manquer dans les autres pays. Ça veut dire qu'il faudra compter sur l'Afrique. Et ça, ce n'est pas négligeable. Extrêmement important. Et les relations géopolitiques et géostratégiques tiendront compte de cela, je suis sûr. C'est très clair. Voilà. Alors, professeur, cette réaction des chefs d'État africains, déjà, avant d'en passer aux affaires, qui dit l'Amérique à l'Afrique? Oui, bon, ça a été une très bonne réaction. C'est la réaction normale que l'on peut attendre de tout Africain responsable. Mais je voudrais dire, ils n'ont pas été les seuls à réagir comme ça. Au niveau des États-Unis, déjà, il y avait des réactions qui étaient déjà antérieures aux réactions qui sont venues immédiatement après les propos de Trump. Si vous vous rappelez, il y a eu de la part de Trump une tentative de vouloir refouler des personnes qui ont la carte verte américaine et qui sont d'origine de certains pays arabes et de certains pays africains comme le Soudan. Quand ils sont arrivés à un certain nombre d'aéroports, l'immigration a voulu les rapatrier, mais c'est les maires eux-mêmes qui se sont levés pour faire des marches et aller vers les aéroports et protester. Je donne l'exemple du maire d'Atlanta et l'exemple du maire de Boston. Clairement, et aussi des Américains eux-mêmes qui se sont regroupés et qui ont défilé dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette politique. Il y a ce que mon collègue a dit par rapport à une certaine Amérique blanche et raciste, mais je voudrais ajouter que, bon, peut-être ce qu'il faudrait dire, c'est qu'au fond, l'Afrique n'est pas très bien connue aux États-Unis. À part le milieu universitaire et un certain milieu évolué ou aux idées évoluées, l'Afrique reste toujours un point d'interrogation pour les Américains. Que ce soit pour les entrepreneurs, que ce soit pour les autres couches de la population, l'Afrique est une entité qu'ils ne comprennent pas très bien. Parce que justement, il n'y a pas eu ce rapport, même s'il y a eu ce rapport dans l'histoire par rapport à l'esclavage et d'autres choses, il n'y a vraiment pas eu des rapports économiques très rapprochés
pour faire en sorte que les Américains découvrent l'Afrique. Je vous donne un exemple. On essaie de développer le tourisme au Sénégal, mais croyez-vous que ceux qui sont en charge du tourisme au Sénégal sont en train de faire quelque chose par rapport à l'Amérique? Parce qu'il n'y a pas une clientèle très forte. L'attraction n'est pas encore là. Donc, tout cela mis ensemble fait que l'Afrique reste une entité importante, mais peut-être pas négligée, mais très mal connue et non exploitée ou explorée. Je crois que ces trois éléments-là sont des éléments fondamentaux. Au-delà de ça, la coopération dont on peut parler ou les relations dont on peut parler sont des relations véritablement au niveau politique et au niveau gouvernemental. Et surtout par rapport à la coopération dont vous parlez. Selon vous, comment les affaires américaines entrent-elles en concurrence avec les autres nations ici en Afrique? Ou, bon, écoutez, je ne sais pas, il y a une entente très souvent entre les différentes puissances occidentales. S'il y a ce n'est que récemment que j'ai entendu l'ambassadeur de France développer des arguments qui allaient à l'encontre de ce que l'ambassadeur américain avait dit. Mais dans l'ensemble, ils ont tendance à avoir une attitude de respect l'un par rapport à l'autre. Je n'y vais pas parce que les Français y sont, je n'y vais pas parce que les Américains y sont. Je ne vois pas, par exemple, enfin, je ne peux parler que du Sénégal, que c'est là où j'habite, je ne vois pas quels sont les intérêts qui seraient de nature à mettre peut-être ces deux puissances-là en mal. Encore moins une puissance comme l'Angleterre par rapport aux États-Unis, parce que l'Angleterre a toujours été à la remorque des États-Unis. En gros, quels sont les enjeux économiques mis sur la table qui feraient qu'il puisse y avoir une concurrence entre eux? Il y a une possibilité dans le futur, puisqu'on parle de pétrole et de gaz dans un pays comme le Sénégal. On en parle sur toute la côte ouest africaine. Si ces choses-là se concrétisent et se développent, évidemment, il y aura une concurrence entre les grandes compagnies de pétrole du monde, y compris les compagnies américaines. Mais au-delà de ça, je ne vois pas encore que le Sénégal fasse l'enjeu d'une compétition féroce entre les Américains et les Occidentaux ou les Européens. Peut-être que ça viendra. Bon, alors, Yankhoba Seydi, ne perdons-nous pas plus qu'on y gagne, d'autant plus qu'on sait que, concernant même le volet sécuritaire, les Américains interviennent en général plus en Afrique que dans les pays où ils sentent leur intérêt en danger. Et ça, le général de Gaulle ne peut pas ne pas avoir raison quand il disait que les pays, mais ce sont les intérêts qu'ils ont, pas des amis. Ce qui est juste, et c'est valable aussi bien pour la France de Gaulle que pour la France de Macron et en passant par l'Amérique de Trump et tout ça. Ce qu'il faut dire, c'est que, c'est vrai, le professeur Sen a raison, il y a eu, c'est pas écrit, hein, donc, mais quand même des relations empreintes de respect, mais aujourd'hui cela a tendance à disparaître. C'est-à-dire qu'on sait, et ça on ne le dit jamais, que si une entreprise américaine est intéressée par un marché en Afrique, on sait qu'il y a une implication à un niveau très élevé. C'est même des sénateurs qui appellent pour mettre la pression. On sait que les Américains sont très forts en lobbying. Et ça n'apparaît nulle part. Mais c'est ce qu'il y a. Regardez comment on peut faire changer les décisions même d'un chef d'État sans pour autant que les gens sachent, l'opinion ne sache comment cela s'est passé. Ça se passe un peu dans l'underground, c'est-à-dire que personne ne voit cela, mais c'est ça qui se passe. Et il y a, entre les différentes entreprises occidentales, qu'elles soient américaines ou européennes, mais une vraie concurrence pour certains marchés en Afrique. Et il y a des exemples qu'on peut donner, mais regardons par exemple entre quand la France, par exemple, et ça c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand l'entreprise BNP, qui est la deuxième banque de France, a eu des problèmes en Amérique, mais ça c'est tout sous Obama. À un moment donné, Hollande ouvertement avait voulu que Obama intervienne pour aider un peu, parce que la facture était ça, les 12 milliards à payer, mais la réponse d'Obama était très claire. Dans mon pays, la justice, le politique n'intervient pas dans les affaires de la justice. Et ça veut dire que s'il y avait, disons, cette courtoisie historiquement parlant, hein, qu'on pouvait voir, mais aujourd'hui ça a tendance à disparaître. Et c'est valable parce que l'Afrique, tout le monde dit aujourd'hui, l'Afrique c'est l'avenir de l'humanité demain. Et ça veut dire que chacun se positionne.
Tout le monde sait ce qu'il doit prendre demain pour l'Afrique. C'est comme un gâteau, comme on a partagé la Chine avant. Donc, c'est un gâteau. On va partager. Comment on va partager cela? Les puissances, mais ça va être une bataille féroce. Et ça, maintenant, est-ce que nous gagnerons? Tout dépend du leadership qu'on va présenter pour cette Afrique de demain. Mais je ne suis pas sûr à l'état actuel, puisqu'on n'est pas préparé à cela. On sait aujourd'hui que les multinationales étrangères sont présentes de telle sorte que même si la croissance est générée, on parle des 10 économies les plus rapides en termes de croissance, il y a 6 qui sont en Afrique, mais il y a de la croissance, on est tous d'accord. Mais cette croissance-là, elle n'est pas mangée en Afrique. Mais et ça va contribuer. Parler, excusez-moi, vous êtes un peu pessimiste par rapport à ça. Pour le moment, c'est pourquoi moi je ne suis pas moi les réactions de Trump ne m'ont pas déplu à un certain... Je ne suis pas d'accord avec lui. Trump, on sait que c'est pas quelqu'un qui... il est extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui marche ses mots. Mais dans son expression, dans ce qu'il dit, dans sa parole, c'est quelqu'un de vulgaire, c'est quelqu'un de très ordinaire. En revanche, pour tout ce qu'il représente, il veut simplement dire, en réalité, se présenter comme étant quelqu'un d'ordinaire. Donc le discours, il va être ordinaire, il va être vulgaire. Derrière le discours de quelqu'un qui veut se présenter comme étant ordinaire et vulgaire, on a quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qu'il dit, moi, pourquoi ça ne peut pas trop me choquer? Je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec lui, mais pourquoi ça ne peut pas trop me choquer? Il faut qu'on se regarde aussi et qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? On se remet quand on va en Occident. On est tous allés en Occident plusieurs fois. Quand on va en Occident, on sait les choses. On veut ressembler à l'Occident, mais on ne veut pas faire ce que l'Occident fait pour ne pas. Regardez comment cette ville est sale. Regardez comment la circulation... Moi, je suis séduit quand aux États-Unis, j'arrive, je vois les gens marquer le stop. Et je le dis à mes étudiants tout le temps. Mais, quelle que soit l'heure, même si à 4 heures du matin, et tu regardes, et les routes américaines sont tellement bien faites que même là où on met le stop, tu regardes, tu sais qu'il n'y a aucun obstacle, mais tu arrives, tu es obligé de marquer le stop. Ici, le feu est même rouge et les gens passent. Mais donc, après, si on nous dit que oui, vous êtes un pays de... Le professeur ne voulait pas utiliser le mot un pays de merde. Ça choque, c'est vrai, nous sommes touchés, nous sommes atteints. Mais honnêtement, regardons-nous, il y a une bonne part de vérité dans cela. C'est-à-dire que ça nous appelle à une introspection. Nous devons, on ne peut pas avoir l'histoire qu'on a et puis maintenant montrer à la face du monde ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai. Là, ici, nous passons à M. Sen. Comme le dit le président américain Donald Trump, America first, plutôt. Oui, America first, oui, bon. C'est pour ça qu'il a menacé les industriels qui ont délocalisé, de subir beaucoup de taxes pour revenir à la maison. Il est vrai qu'il a gagné dans un certain nombre d'États, en particulier dans ce qu'on appelle le Rust Belt. C'est ces États qui avaient été les plus fortement industrialisés, comme l'Ohio, avec l'acier et tout ça. Tout ça a disparu. Voilà, toutes ces unités industrielles sont en train de pourrir, ce qu'on appelle le Rust Belt, le Michigan, le Minnesota et l'Ohio. C'est là où il a eu le plus de votes. Mais effectivement, ces gens avaient besoin de retrouver des emplois. Et apparemment, ce qu'il est en train de faire, c'est peut-être essayer de faire en sorte que ces gens-là retrouvent leur emploi ou trouvent des emplois. De ce point de vue, il y a des réformes qui ont été enclenchées. Il y a la réforme fiscale qu'il a introduite, mais qui est lue de deux façons. Certains disent que ça va booster l'économie et les gens vont s'y retrouver, même sur le plan de leurs impôts, ils vont s'y retrouver. Tandis que pour d'autres, il a fait ça pour peut-être mieux enrichir ou plus enrichir ceux qui sont déjà riches. Donc, oui, America First, c'est pour ça aussi qu'il ne faudrait pas que l'on néglige un certain pas de la coopération avec les pays africains et dont on n'a pas parlé. On n'en parle pas parce que c'est une coopération presque invisible. Il ne faut pas qu'elle soit trop visible. C'est la coopération militaire. Et ça, ce n'est pas un cadeau fait par les Américains aux Africains, c'est parce que l'Afrique potentiellement est le ventre mou du terrorisme. Et si on chasse ces terroristes-là de l'Afghanistan, de l'Irak et d'autres endroits, mais c'est vrai qu'ils vont venir se réfugier en Afrique,
Parce que d'abord, l'Afrique est un vaste continent avec des espaces qui ne sont pas occupés. En plus de ça, l'Afrique n'a pas les moyens sophistiqués pour lutter contre le terrorisme. Regardez ce que Boko Haram est en train de faire au Niger et personne pour le moment n'y peut rien. Donc, ils ont intérêt tous, aussi bien les États-Unis que les autres pays développés, à ce que l'Afrique puisse faire front, parce que sinon, l'Afrique va devenir la base du terrorisme et à partir de ce moment, ce sera un problème très difficile, non seulement pour les Africains, mais pour les Américains aussi. Et America First, mais ça je l'ai déjà dit, America First, ça voudrait dire aussi que l'Amérique et le président américain vont se préoccuper des problèmes des Américains à l'intérieur du territoire américain, mais il va falloir aussi comment ils vont faire pour renforcer leurs alliances et leurs alliés au niveau du reste du monde. Parce que dans le continent africain. C'est le continent africain, parce que tous ces continents-là sont liés. Et je ne vous coupe pas même par rapport à l'aide au développement, hein, parce que de manière générale, on dit que c'est la grande oubliée dans la politique américaine en Afrique. Bon, je m'explique. Lors de son discours d'intronisation, Donald Trump a déclaré, je cite, « Nous avons enrichi d'autres pays alors que la richesse, la force, la confiance d'une autre s'est dissipée à l'horizon. » Fin de citation. Et si les propositions budgétaires de l'administration de Donald Trump pour l'année fiscale 2018 sont adoptées par le Congrès, l'enveloppe d'aide américaine à l'Afrique subsaharienne devrait chuter de 8 à 5,2 milliards de dollars, dont une partie ira renforcer directement le programme d'assistance militaire. Cela explique. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, corrigeons, l'Amérique n'a pas enrichi l'Afrique. Au contraire, si on retourne dans l'histoire, c'est l'Amérique qui a appauvri l'Afrique. Parce que tous ces gens-là qui sont partis aux États-Unis en tant qu'esclaves, mais s'ils étaient là avec leur force de travail et leur capacité de travail, certains spéculent que peut-être l'Afrique n'en serait pas là où elle est. Mais ça, c'est les vœux de Donald Trump. Mais attention, il y a Donald Trump et il y a le Congrès. Il n'est pas évident que tout ce que Donald Trump veut faire, on avait beaucoup peur pour le budget du département d'État au départ. Mais finalement, on s'est retrouvé qu'il y a beaucoup de chapitres qu'il avait envie de couper et qui n'ont pas été coupés. C'est pour ça que je dis, ce que Donald Trump dit n'est pas très bien pensé, mais enfin, il y a autour de lui quand même des conseillers qui sont aguerris en matière de diplomatie. Il ne fait que traduire en d'autres termes la volonté de certains. Et ils savent parfaitement que ce que vous amenez dans un pays sous forme d'aide, ça ne fait que renforcer vos relations d'amitié, comme on dit en diplomatie, avec ce pays-là et avec cette population-là. Et c'est comme ça qu'on garde sa puissance et sa force. Vous avez dit America First, ils disent We are First, mais je viens d'un pays qui s'appelle l'Inde et eux aussi, ils sont en train de dire We are First. Donc, en fait, les enjeux politiques sont en train de changer dans le monde. Vous voyez comment l'Asie est en train de se positionner par rapport aux puissances occidentales conventionnelles, mais il n'est pas impossible de penser que l'Afrique aussi puisse émerger. Parce que ce que j'ai vu en Inde il y a juste moins d'une semaine n'est pas très différent de ce que j'avais vu là-bas il y a 3 ans. Bon, au-delà du fait qu'on parle de 7%, bon, même si on ne mange pas, il est évident que l'Inde est en train d'avancer à grands pas, mais la pauvreté là est visible. Je crois que, quelles que soient les circonstances, cette croissance-là, elle ne traduit qu'une économie qui est en train de s'assainir, mais les résultats se feront sentir plus tard. Parce qu'une économie qui est vigoureuse, madame, c'est une économie qui investit. Une économie qui investit, c'est une économie qui produit des emplois. Ces emplois-là sont là pour permettre aux populations d'avoir du travail, des salaires et pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Donc, dans l'ensemble, si on parle de ces 7-8% qui sont là, il faudrait peut-être qu'on se dise Alhamdoulilah et qu'on en soit un peu satisfait, puisque de toute façon, les incidences ne sont pas directes. Parce que malheureusement, moi, je ne partage pas ce discours que j'entends au Sénégal. Oui, on ne mange pas de la croissance. Oui, on ne mange pas des infrastructures. Madame, si on ne met pas les infrastructures, vous produisez vos tomates là-bas, là, du côté des fleuves, avec le barrage. Mais ces tomates-là restent là-bas, 7%, sans qu'il y ait de route ou de camion pour les amener. Vous croyez que ça ne va pas pourrir? Non, ça c'est sûr. Je crois que donc c'est des soutiens à l'économie, c'est un soutien à la consommation, mais il faut qu'on en tienne compte et il faut qu'on soit satisfait de voir ces croissances-là monter jusqu'à
titiller 10%. Hein? C'est une bonne chose. Il y a le professeur qui se met même à parler anglais en disant c'est clair. Je m'excuse. Rapidement pour clore cette partie sur l'Amérique, hein, parce qu'il ne nous reste que 2 minutes sur cette première partie-là. Oui. La manière dont le président américain Donald Trump s'exprime, et on a vu récemment, il a réduit même le budget de l'ONU concernant la Palestine. N'est-ce pas un moyen de retirer petit à petit les investissements étrangers, c'est-à-dire des États-Unis vers les autres continents, particulièrement l'Afrique, rapidement? Ça, non, la question palestinienne, les deux sont liés parce que quand il reconnaît Jérusalem comme étant la capitale de l'Israël et qu'il fasse transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, mais c'est lié de façon intrinsèque à ce retrait, je crois, de 65 millions, je ne sais pas, milliards, je ne suis pas très sûr à ça, il faut que je vérifie. Il a réduit 65 millions de ce qui doit ce budget. Donc partir pour les Palestiniens. Alors, les deux sont liés en réalité. Ce qui reste, c'est très simple. Il est toujours dans le America First, mais ça, c'est la traduction la plus parfaite de ce que De Gaulle disait, les pays n'ont pas d'amis. C'est la même chose. Les pays n'ont pas d'amis, c'est des intérêts. Quand il le dit, c'est très clair. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que l'interconnexion entre les économies des États de façon générale à cette ère de la globalisation outrancière, mais qui ose s'enfermer? Mais tu t'enfermes, tu perds tout de suite. Les gens cherchent à s'ouvrir. Il faut voir les zones de libre, la prolifération des zones de libre-échange aujourd'hui à l'échelle mondiale. Mais on ne peut pas s'enfermer aujourd'hui. Les géants américains, Apple, la plus grande entreprise de distribution au monde, c'est Walmart, qui est américaine. Mais où est-ce qu'elle produit? En Chine. Apple. Donc, si l'Amérique veut s'enfermer ou demander à ce que ces entreprises qui ont délocalisé viennent s'implanter sur le territoire américain sans pour autant qu'ils règlent le problème du coût de production, parce qu'en économie, on parle de coût de production. Le coût de production, elle est bien moins cher en Chine. Et ça, on le sait, c'est grâce à la population. Certainement, c'est ce qu'on va voir quand les gens parlent de demain, ce fameux demain de l'Afrique qui va arriver, où on va avoir plus de 2 milliards, 3 milliards. La population va doubler, mais il y aura de la main-d'œuvre. Il faut forcément que les entreprises viennent s'implanter ici parce que le coût de production va être très faible et ça va attirer les investisseurs. Mais là, je suis sûr qu'on ne peut pas s'enfermer, ce n'est pas possible. Trump, je vous dis que même le mur là, il ne va pas le mettre entre... C'est vrai qu'on ne peut pas s'enfermer, il faudrait que chacun aille de l'autre côté pour trouver des choses qui peuvent arranger tout le monde. Hein. Vous l'avez compris, votre émission, le débrief se poursuit. Toujours restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie.